Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. On vous avait déjà parlé de l'histoire des rabots ainsi que de l'histoire des visseuses. Les vidéos sont juste là si vous ne les avez pas vues. Ah bah oui, d'ailleurs, vous avez certainement remarqué qu'on avait aussi posté sur Instagram bien des petits posts avec un résumé de ces histoires. Ceux qui ne nous suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, le lien est dans la description. En tout cas, cette semaine, comme vous l'avez certainement remarqué avec tout ce qui est autour de moi, avec le titre, avec la miniature, enfin finalement, au final, il n'y a pas beaucoup de surprises quand vous cliquez sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la scie, et plus précisément de la scie manuelle. Bon, évidemment, si on fait une vidéo historique sur les scies, le meilleur endroit pour en voir, c'est au MOT, le musée dont on vous avait déjà parlé dans une précédente vidéo où on vous avait présenté 5 outils un peu étranges de l'ébénisterie. Ils ont eu la gentillesse de nous ouvrir leurs portes et de nous ouvrir leurs réserves pour nous présenter un peu leur collection de scies. Et c'est donc la plupart des scies que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Pendant qu'on se plonge dans l'histoire des scies, on va pouvoir vous imager tout ça grâce au musée. Et on va pas tarder. Je vais rentrer tout de suite. Vous vous en doutez, ou en fait peut-être pas, mais la scie est beaucoup plus vieille que le rabot, et que la visseuse d'ailleurs. L'ancêtre de la scie nous vient carrément du néolithique. Bon, à l'époque, on est plus proche d'une râpe que d'une scie, mais la scie, c'est finalement tout simplement une râpe qui a évolué. Comme la râpe, la scie, elle ne tranche pas la matière. Que ce soit le bois, la pierre ou le métal, en réalité, elle dissocie la matière, elle arrache un peu de matière, creusant à son passage un plus ou moins épais sillon dans le matériau. À la base, la scie est alors un os, un bout de bois ou une pierre dans lesquels sont plantés des matériaux abrasifs. Il faudra donc attendre l'âge de bronze pour que la scie prenne sa forme de scie. On a donc tout simplement une lame en bronze dentée avec une poignée. C'est simple, efficace, mais pas du tout optimisé. C'est l'âge de fer qui apportera des améliorations à la scie avec des formes spécialisées pour chaque utilisation. Les dents de ces premières scies étant complètement difformes, on ne peut les utiliser qu'en tirant. Et le fait de tirer permet aussi d'éviter de mettre de la pression sur la lame et donc qu'elle se courbe, puisqu'à l'époque, le fer n'est pas encore très solide. On n'a pas encore inventé tous ces alliages qui permettent de rendre le métal léger et solide. Le fait d'utiliser la lame en tirant permet aussi évidemment de créer des lames plus fines puisqu'on ne presse pas sur la lame, ce qui permet d'utiliser moins de fer, ce qui est un avantage quand on sait qu'à l'époque le fer n'est pas évident à récupérer, ça permet de faire quelques économies. L'évolution de la scie, vous l'avez compris, est évidemment étroitement liée à l'évolution des métaux, puisque c'est l'évolution de ces différents alliages, de ces différents métaux et de la connaissance qu'on a du métal qui va permettre de faire évoluer les lames de scie. Faisons un petit arrêt chez les Grecs. On va pas aller se faire voir chez eux, mais on va voir un petit peu ce qu'ils ont fait avec la scie. Il faut avouer qu'ils ne vont pas apporter énormément d'améliorations à la scie en tant que telle, mais il y a une chouette histoire à raconter de leur côté. Dans la mythologie grecque, l'invention de la scie est donnée à Talos, qui en aurait eu l'idée en observant des arêtes de poisson et la mâchoire d'un serpent. Mais cette ingénieuse invention va rendre jaloux son oncle Dédale, qui lui aussi est un inventeur et qui va trouver que cette invention elle est vachement bien, que Talos, franchement, ça aurait dû être lui en fait, ça aurait dû être Dédale qui aurait trouvé l'idée de la scie. Il va donc décider de le tuer en le précipitant du haut de l'acropole. Déconne pas avec l'invention de la scie en Grèce. Bon, après ce petit passage mythologique, revenons un peu sur l'histoire réelle de la scie, puisqu'on arrive dans la Rome antique, où vont se généraliser les formes des scies qu'on utilise déjà aujourd'hui. La scie courte, la scie longue à débiter, la fameuse scie à cadre et la scie à dos. Malgré l'invention déjà de matériaux un peu plus résistants, la scie à l'époque est toujours tirée plutôt que poussée pour éviter qu'elle ne se déforme. Mais les Romains ont néanmoins fait évoluer la scie en mettant au point l'avoyage, permettant de simplifier grandement le sciage. L'avoyage, on vous en avait déjà parlé dans une vidéo qui se trouve juste là, où on vous parlait d'une petite légende et on vous expliquait un petit peu vite fait ce qu'était l'avoyage. L'avoyage aux États-Unis, l'avoyage partout quoi, je voyage tout le temps. Cette découverte, c'est Pline l'Ancien qui en parle le mieux dans ses écrits, mais il est fort probable que l'invention de l'avoyage en tant que telle date d'avant l'Antiquité romaine, mais on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est eux qui l'ont rendu le plus efficace.
D'ailleurs, ils vont aussi permettre la création de lames droites et non plus courbées, ce qui va aussi grandement simplifier l'utilisation de l'outil. Durant le Moyen-Âge, eh bien, on va continuer à améliorer l'avoyage pour le rendre encore plus efficace selon les différents matériaux à couper. La suite de l'évolution de la scie eh bien, rajoutera simplement certains modèles qu'on n'avait pas encore, comme la scie à refendre, la scie à chantourner ou la scie à métaux, qui seront inventés dans le courant du XVe siècle. Dans toutes les évolutions de la scie, vous avez pu le comprendre peut-être, la grosse difficulté, c'est surtout de garder la lame bien tendue. Une des meilleures techniques pour ça, c'est tout simplement la scie à cadre, et donc de coincer cette lame dans un cadre en bois. On utilise donc une pièce centrale appelée sommier, à laquelle on a fixé avec des tenons mortaises 2 bras parallèles en bois. D'un côté de ces bras est insérée la lame retenue par des goujons, et de l'autre côté, une double corde tordue pour créer la tension nécessaire à la bonne rigidité de la lame. La torsion de la corde est maintenue par une clé en bois bloquée contre le sommier. Cette fameuse scie à débiter à cadre est alors la scie la plus répandue à l'époque, et on en voit d'ailleurs de nombreux exemples dans l'iconographie romaine. Et donc du coup, on se retrouve avec une lame coincée dans un cadre en bois, ce qui donne une scie à cadre, et ici ce sont en particulier des scies de long à cadre. Les scies de long, c'est ce qui permettait à l'époque de scier les troncs pour en faire des planches ou des poutres par exemple. Soit elles étaient utilisées directement en forêt, sur par exemple ce genre de chevalet que vous avez derrière moi, ou dans des fosses. Ou alors elles étaient carrément utilisées sur place en scierie, pareil, chevalet, mais en général dans les scieries on avait surtout une fosse pour faire travailler. Et ces scies de long à cadre, évidemment en étant aussi grosses, elles sont utilisées par 2 personnes, une au-dessus du chevalet qui va guider pour bien suivre le tracé, et une en dessous qui, elle, ne va faire que tirer pour scier vraiment, donc c'est elle qui va vraiment faire l'effort, alors que la personne au-dessus, qui est plutôt chef de chantier, lui, il va surtout guider pour que la coupe se fasse correctement. Au milieu du XVIe siècle, on a une petite révolution dans le monde des scies, avec ce qu'on appelle la fret saw, une genre de scie à chantourner, puisque grâce aux techniques de laminage de métal mises au point pour réaliser les ressorts d'horlogerie, on va pouvoir créer une lame très très fine, qui va pouvoir venir s'insérer dans un cadre en U, et ainsi pouvoir créer des découpes très précises. C'est une scie qui sera énormément utilisée pour le plaquage dans la marqueterie. D'ailleurs, au XVIIe siècle, c'est l'évolution de ces petits laminoirs d'horlogerie en énormes machines qui vont permettre de laminer des grosses pièces de métal, et ainsi permettre de créer des lames de scie beaucoup plus larges et surtout beaucoup plus résistantes. On se retrouve donc avec des lames de scie beaucoup plus fines, beaucoup plus résistantes et beaucoup plus larges. Et donc du coup, cette révolution de laminage à froid des lames va permettre la création carrément d'énormes scies de long sans cadre, ce qui simplifie vachement le travail puisque ça évite d'avoir un énorme cadre en bois. Et du coup, on a des lames qui s'utilisent toujours pareil sur le trépied avec une personne en haut qui tient cette grande poignée là-bas, hop, et une personne en bas qui utilise la poignée qui est ici. Et ça va aussi permettre d'inventer, de mettre en place ce genre de scies qui sont des scies donc passe-partout. Elle tient son nom de passe-partout parce qu'il n'y a pas de cadre en bois et donc du coup elle passe vachement plus facilement partout. Cette scie elle est aussi utilisée par 2 personnes, chacun sa poignée. Celle-ci c'est un petit modèle, on avait beaucoup plus gros modèle juste là à côté mais c'est plus compliqué à tenir donc j'ai pris le petit modèle. Elle coupe dans les 2 sens, donc en travaillant à 2 on va pouvoir couper en avant et en arrière. Et elle va permettre pareil de couper des troncs, de couper des planches, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est tout ça. Ce qui va drastiquement changer la forme de l'outil et de sa poignée. En Allemagne, on lui attachera une simple poignée en forme de pistolet, alors que les Anglais vont lui attacher une poignée presque aussi haute que la lame, qui lui permettra d'avoir une meilleure pression lors de la découpe. D'ailleurs, ces lames étant beaucoup plus résistantes, on va pouvoir maintenant pousser sur la lame de scie pour travailler. C'est donc à cette époque-là qu'on va passer des lames à tirer aux lames à pousser, et le fait de pousser va permettre lors de la coupe de bien presser la pièce sur l'établi ou sur le tabouret qui est posé devant l'artisan, ce qui va grandement simplifier le travail. Néanmoins, évidemment, pour certaines utilisations, certaines lames de scie seront toujours utilisées en tirant, ou même carrément dans les 2 sens pour optimiser le rendement de la coupe. Les Japonais, eux, par contre, ils vont garder des lames à tirer, qui va leur permettre de continuer à faire des lames extrêmement fines, tout en ayant un acier bien particulier. Et donc, les scies japonaises, leur particularité, en tout cas pour la plupart, c'est d'être des lames à tirer. D'ailleurs, ça se voit à la forme des dents et à l'orientation des dents. Et puis surtout, ce sont des lames extrêmement fines par rapport aux standards des lames qu'on a chez nous, qui, elles, sont des lames en général beaucoup plus larges. Mais comme on en avait parlé pour les rabots, d'ailleurs, je pense qu'il serait hyper intéressant de faire une vidéo spéciale sur les outillages asiatiques, puisqu'ils ont évolué d'une manière un peu différente des nôtres. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de sujet, comme ça je pourrais approfondir un petit peu
le sujet d'ailleurs. On arrive au 19e siècle où la scie va prendre sa forme à peu près actuelle. On va plus avoir énormément d'évolution, un petit peu comme le rabot, tout simplement parce que le travail manuel est tombé un petit peu en désuétude puisqu'il est vachement remplacé par des machines. Les lames de scie vont tout simplement continuer à évoluer en fonction des nouveaux alliages et donc des matériaux plus résistants, et leur poignée va aussi évoluer en fonction des nouveaux matériaux plastiques ou matériaux composites qu'on va inventer. Le tout favorisant une meilleure prise en main ou un meilleur confort de travail. Toutes ces évolutions nous auront permis aujourd'hui d'avoir un ensemble de scies manuelles extrêmement différents avec plein d'utilités bien différentes. Mais cette liste étant tellement longue, je pense que ce serait très compliqué de toutes vous les présenter. Et du coup, on va le faire en chanson. La scie est délignée pour dans le sens du fil coupé. La scie est tronçonnée pour à travers le fil passé. La scie égoïne pour couper les branches toutes fines. La scie passe partout, sans cadre du tout. La scie est chantournée pour rendre des virages serrés. Et sa cousine, la scie box-fil. La scie à guichet pour les matériaux de construction. Et la pire aussi pour l'isolation. La scie à dauphine, mais bien rigide. Scie à raser pour araser, et la sterling qui fait le yang et le yin, la scie à onglet pour les angles parfaits, la scie à plaquage pour découper le marquetage, et la scie à métaux pour découper les métaux, et la scie japonaise pour pouvoir tirer à son aise. C'est le swing de scie. Allez, je veux voir toutes les mains s'avoyer. Une fois à gauche, et puis à droite. Allez, wouh! C'est le swing de scie. Hey! Oh, le swing de scie. Bon, c'était vraiment une idée de merde. Comme je le disais juste avant, évidemment, avec le temps, ces scies manuelles, elles vont être de plus en plus remplacées par des scies avec un moteur électrique pour reposer les bras des scieurs et puis surtout pour augmenter le rendement du travail. La scie va être remplacée tout doucement par les scies radiales, les scies sauteuses, les scies à ruban, les scies circulaires, les scies sous table. Enfin, je vais pas vous refaire une chanson, promis, mais il y a plein d'autres scies dont on pourrait aussi parler dans une prochaine vidéo. Notons tout de même que la première scierie automatique, qui était mue par l'eau, remonte quand même au 3e siècle, en Asie mineure, la fameuse scierie de Hiéropolis. Je vous laisse aller chercher, mais on pourrait en faire, comme je le disais, une vidéo spéciale sur les scies automatiques et leur évolution. N'hésitez pas à nous dire, encore une fois, dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on en parle. Je pense qu'il y a de quoi en faire une vidéo complète. J'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé, vous aura plu, vous aura fait découvrir un petit peu l'histoire de la scie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne, le bouton est juste en dessous, à mettre un pouce si la vidéo vous a intéressé, à nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. Les liens sont évidemment dans la description. Merci encore une fois au MOC de nous avoir accueillis pour filmer certaines images de ces magnifiques scies. Le lien vers le MOC est dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Un très grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Tchuss les Atelieros. Ok. Merde. Bon, ça va comme ça? Bon, évidemment, quitte à faire une... Je refais. Quitte à se prendre. Non, il est bien. Je fais cut.